Bonjour Dia El Yacoubi. Bonjour. Ah, mais j'aime beaucoup ce nom qui a des résonances comment, du sud. Très sud, beaucoup plus sud que Marseille, oui. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, vous faites partie des PME innovantes. Vous êtes dans un secteur très pointu, puisque vous fabriquez alors des routeurs, Oui, c'est des équipements réseau, donc c'est beaucoup d'intelligence qui est du software, on va dire, du logiciel, qui s'implémente dans des équipements réseau et qui sont un peu les agents intelligents dans les réseaux pour gérer le trafic, un peu comme le trafic routier. Sur les autoroutes, vous avez beaucoup de voitures, vous avez des ambulances, vous avez des bicyclettes, vous avez des convois. Et si vous n'avez pas un peu de régulation, des files d'attente, des voies prioritaires, des feux rouges, verts, etc., ça fait à chaque fois des gros bouchons. C'est pas forcément la voiture la plus critique, par exemple les pompiers ou l'ambulance qui va passer en priorité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans les réseaux et on joue le rôle de gendarme dans les réseaux de manière totalement invisible. Donc on est au cœur des réseaux et on gère ce trafic de sorte à ce que le jeune qui est avec son iPhone et qui est en train de télécharger la vidéo sur YouTube ne soit pas perturbé et ait une qualité de réseau, d'image et de vidéo qui soit de grande qualité. Alors dites-moi, là vous marchez sur le domaine des Cisco, donc de grands opérateurs, et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette entreprise ? Alors Cisco, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le père fondateur des réseaux. Donc ils sont sur toute la chaîne de valeur. Nous, on s'est plutôt spécialisé sur un segment qui est complémentaire par rapport à ce que fait Cisco ou font d'autres constructeurs comme Cisco. Je dirais que je suis un peu là-dedans parce que je suis un peu dans les télécoms, je suis ingénieur télécom, donc j'ai participé à la construction des opérateurs au moment en 97 quand il y a eu la concurrence qui est arrivée, CGTEL qui est maintenant SFR, les Level 3, Neuf Télécom, enfin bon, il y a eu beaucoup d'opérateurs, donc il y a eu un mouvement très important de construction de réseaux, de construction de services autour des réseaux, et donc c'est déjà à ce moment-là où j'avais monté ma première entreprise qui est un opérateur réseau, un peu comme Free ou comme Wanadoo, sauf que j'étais comme les pots de yaourt des distributeurs, je fabriquais pour le compte des autres. C'est-à-dire moi je fabriquais des réseaux qui étaient sous marque blanche et eux ils collaient leur marque. Et vous avez envie d'avoir votre marque. Alors justement, comment s'appelle votre entreprise? Alors ça c'était ma première société et puis quelques années plus tard, je l'ai vendue et quelques années plus tard j'ai fondé cette nouvelle société qui s'appelle Streamcore et qui est un nom connu maintenant dans les réseaux, particulièrement tout ce qui concerne le trafic critique et temps réel dans les réseaux d'entreprise. Vous avez dû vous donner de sacrés moyens pour démarrer cette société, puisque faire la production. Donc aujourd'hui, vous avez une soixantaine à peu près de salariés. Oui, ça c'est un investissement qui est un peu plus important parce que le secteur le nécessite. C'est un secteur qui est beaucoup d'innovation. Donc on a des chercheurs, on a des développeurs, nous avons des architectes réseau. Et puis après, il faut faire un peu de marketing pour packager, pour construire l'offre, savoir comment se positionner, faire un peu la réclame par rapport à tous ceux qui disent moi je lave plus blanc. Il faut dire nous on enlève les taches de gras qui sont sur le bord. Voilà, chacun se démarque et ça c'est vrai que c'est un secteur, tout ce qui touche à l'innovation et la high-tech, haute technologie, un secteur qui est très demandeur en termes de moyens au début. Et puis après, c'est un secteur qui fait beaucoup de marge parce que quand on vend, on fait un pourcentage de marge qui est très, très important, comme plus que le luxe. Hein. Et donc, ça permet après de développer la croissance. Oui. Alors, est-ce que vous, quand vous avez remis cette nouvelle entreprise en route, bon, peut-être qu'en ayant vendu la première, vous aviez du financement personnel, mais est-ce que vous avez eu par moment l'impression que on vous trouvait peu crédible, soit parce que vous étiez femme
Je dirais que non, pour celle-là, c'était moins réel parce que j'avais déjà une expérience qui avait eu du succès. Oui, vous aviez fait vos preuves. Mais pour la première, et puis même pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, je pense que c'est un débat qui, permettez-moi de le dire, c'est révolu, même s'il faut encore le dire et le répéter parce que la meilleure formation, c'est la répétition. Être une femme et entreprendre, moi je dirais que c'est un formidable atout parce que d'abord, on réagit différemment, parce que d'abord, les clients, les partenaires ont plus confiance dans des femmes parce qu'il y a le souci du travail bien fait. Donc on a tendance au début peut-être à ne pas leur donner la crédibilité qu'on souhaiterait, mais très rapidement, ils se rendent compte que c'est des gens sérieux, fiables, c'est des personnes de qualité. Accrocheuses. Et puis, je dirais que dans un secteur aussi de la compétition, être une femme, c'est un argument aussi. Ça permet de séduire différemment, de donner envie de travailler avec vous. Et non, moi je pense que c'est un atout dès lors où on arrive à bien le gérer et l'utiliser. Si on se met en tête qu'on est une femme et donc on a des portes qui sont plus fermées, vous savez, les portes elles sont faites pour être défoncées. Voilà. Donc, si chacun attend que la porte s'ouvre ou qu'on vous demande poliment de rentrer, vous n'obtiendrez jamais rien. C'est au contraire, tout se fait en allant vers le danger, en allant vers le risque, en s'arrachant, en ouvrant, défonçant les portes. Et puis finalement, au pire, vous ne trouvez rien et au mieux, vous trouvez des escaliers qui vous permettent d'aller aux étages supérieurs. Super. Alors justement, cette prise de risque, vous devez maintenir en permanence cette innovation. Est-ce que vous trouvez je dirais, on vous facilite les choses puisque vous êtes aussi aux États-Unis, qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à... Malheureusement, il y a un chiffre qui fait un peu mal, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Sur les 50 entreprises les plus innovantes au monde, il y en a 0 françaises. Il y en a 2 allemandes, 4 anglaises, il y en a pourtant, pratiquement 15. Pourtant, vous avez été, vous, primé, je dirais, au niveau international. Oui, on a plus de 6 prix d'innovation, mais dans nos domaines mais là, ce sondage, ou cette étude qui vient de sortir, c'est par rapport aux entreprises les plus importantes et les plus innovantes au monde. Et bien sûr, la place numéro 1, c'est Apple. Je dirais par là que l'innovation, c'est un sujet vraiment très important. C'est un sujet qui ne demande pas que les hommes, pas que de la créativité, pas que des entrepreneurs, mais qui demande presque une vraie volonté, une vraie stratégie politique. Et ce n'est pas par hasard que David Cameron, le président anglais, quand il a été faire son premier speech à la Commission européenne, il a dit « Comment voulez-vous qu'on construise l'Europe si, avec l'innovation, si on considère que l'innovation c'est un de nos grands leviers de compétitivité, si là où on investit 1 euro en France, on en investit 7 ailleurs dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Asie, etc. » Alors on va passer de l'innovation à l'organisation parce que je crois savoir que vous êtes une maman, que vous avez 3 enfants dont 2 petits jumeaux. Alors vous êtes superwoman Alors je ne veux surtout pas, laisser croire que je suis une superwoman ou que je suis exceptionnelle. Vous êtes une maman comme les autres. J'ai un gros problème, c'est que j'ai besoin de dormir. Donc si je ne dors pas moins de 7 heures, d'ailleurs aujourd'hui j'ai dormi 5 heures, je suis un petit peu fatiguée. Ça apparaît, mais j'ai besoin de dormir. Mais par contre, là où je dirais que je suis un peu aidée, même beaucoup aidée, j'ai quelqu'un de la famille qui s'occupe de mes enfants. C'est ma sœur qui s'occupe de mes enfants et donc vous verrez que ça existe beaucoup dans des femmes qui sont soit dans la politique, soit dans l'entreprise et je délègue beaucoup, je fais en sorte à ce que je suis entourée par des gens de confiance, je délègue, je fais en sorte de faire avancer les choses. Aussi bien dans l'entreprise que chez vous, donc c'est le seul moyen de pouvoir faire ce qu'on veut faire si on ne délègue pas. Je sais qu'il y a que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des mamans, des papas qui ont du mal à déléguer. C'est un choix, hein, c'est pas... mais on peut faire beaucoup de choses dès lors où... Et puis c'est aussi une question de passion, de priorité. Il y a ceux qui préfèrent être beaucoup plus de temps avec leurs enfants. Moi j'adore mes enfants, mais mon projet entrepreneurial, moi je dirais que c'est aussi mon 4e enfant, mon entreprise, et que j'ai créé d'ailleurs avant d'avoir mes enfants.
Et donc, voilà, j'essaye de partager et de trouver l'équilibre et professionnel et familial. Mais je dirais même que vous en avez un 5e d'enfant parce que vous avez en plus créé une association pour promouvoir l'entrepreneuriat. Alors là, c'est une initiative effectivement personnelle, citoyenne. Donc esprit d'entreprendre, c'est cela? Esprit d'entreprise. Donc c'est une association de chefs d'entreprise, des entrepreneurs, quels qu'ils soient, plutôt d'une taille un peu plus que PME, entre PME et entreprise de taille intermédiaire, donc entre quelques dizaines de salariés à quelques milliers de salariés, tous les secteurs d'activité. Et donc voilà, donc l'idée était venue de dire il faut changer la donne, un peu comme vous faites aujourd'hui, il faut changer la donne, il faut réconcilier les Français, les jeunes avec l'entreprise et avec l'entrepreneuriat surtout, parce que l'entrepreneuriat c'est le plus bel ascenseur social. Je prends l'exemple quand j'étais cadre prometteur dans un grand groupe qui était à l'époque Vivendi ou CGTEL, c'est-à-dire pour arriver au sommet, c'était une guerre de tranchées, il fallait 30 ans pour y arriver, et encore oui, vous aviez des balles qui se tiraient dans tous les sens, avec tout le respect que j'ai pour cette entreprise, mais je dirais que c'est valable pour toutes les entreprises, c'est-à-dire pour monter vers le haut, quand vous êtes salarié, c'est extrêmement difficile. Alors que quand vous créez votre petit business, d'abord vous avez une liberté qui est la vôtre, vous gérez votre patrimoine, vous gérez votre avenir, vous gérez vos passions, vous réadaptez ça par rapport à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vos valeurs. Et donc c'est la plus belle des libertés, c'est le plus bel ascenseur social et liberté financière, parce que si vous travaillez, eh bien vous avez de l'argent, si vous ne travaillez pas, vous n'en avez pas. Et vous pouvez à la limite arranger les choses, mais donc... Et là, je suis très heureuse parce qu'il y a quelques mois, il y a un sondage qui vient de sortir par KPMG et ils ont demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans les années à venir, et 50% disent on aimerait devenir entrepreneur. Donc les valeurs de l'entrepreneuriat commencent à prendre une vraie substance, surtout avec la crise qui nous entoure. Les gens ont compris, les jeunes ont compris que l'argent fou, c'est pas ça. Et que l'entrepreneur, généralement, c'est quelqu'un qui crée de la richesse, qui a le souci de ses salariés, qui essaye de créer une certaine harmonie, un certain partage dans la localité, surtout s'ils sont en province, dans leur localité. Donc, il y a des valeurs du travail, du respect, du progrès, de la protection, de la sécurisation et de la distribution qui sont fondamentales, qui sont celles de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que ces valeurs-là, il faut qu'on les porte, il faut qu'on les diffuse et que les jeunes comprennent, et Dieu merci, ils commencent à le comprendre parce que 50% maintenant commencent à apprécier le nom et les valeurs de l'entrepreneuriat, et puis sauter le pas, parce que finalement, l'échec c'est de ne rien faire. L'échec c'est de rester cantonné dans un endroit qui ne nous plaît pas. En revanche, faire un projet, essayer de le développer et le réussir, c'est fantastique. L'échouer, c'est pas grave. C'est de l'expérience. Parce qu'on vous reprochera toujours de ne pas avoir essayé, alors que si vous essayez et vous échouez, vous allez avoir beaucoup plus d'atouts et beaucoup plus d'armes pour pouvoir recommencer. Et même les mentalités là-dessus commencent à changer, parce que justement en France, on commence à donner sa deuxième chance. C'est-à-dire quelqu'un qui a échoué, comme d'ailleurs aux États-Unis, quelqu'un qui a échoué, qui se présente à un banquier. C'est pas naturel. Hein, c'est pas naturel, mais après, vous demandez aux plus grands des entrepreneurs, et j'en reçois beaucoup dans mon association, Esprit d'entreprise, et la plupart... il y en a un que j'aime beaucoup, un très grand entrepreneur, qui disait le jour où il a été voir son banquier, il lui a demandé 100 000 francs à l'époque, il avait 25 ans, le banquier lui a rigolé au nez. Et 5 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, avec la même persévérance, avec le même projet, en faisant avancer les choses, parce qu'il ne faut pas rester dormir dans sa chambre et espérer que les choses avancent, il faut avancer les choses. Il a réussi finalement à l'arracher. Donc tout se fait par la persévérance et par la volonté et par la croyance et le rêve que c'est possible. Vraiment, tout est possible. Vous avez un optimisme incroyable. Contagieux, comme tout entrepreneur. Écoutez, je pense que rien que déjà nous deux, on peut peut-être faire un peu évoluer les choses. Les initiatives privées sont parce que effectivement, je ne peux qu'adhérer à 100% à tout ce que vous dites. C'est bien de le rappeler. Je pense que des messages comme le vote, c'est à la fois
le réalisme, mais c'est aussi l'optimisme et l'espoir, et tant mieux. Alors je vous remercie et puis écoutez, donc continuons nos actions justement pour promouvoir l'entrepreneuriat, celui des femmes et l'entrepreneuriat tout court, et surtout celui de la diversité. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de nous avoir invités. Bravo pour votre initiative. Merci. Merci.